Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes mardi aujourd'hui et nous sommes ravis bien sûr de vous retrouver pour cette aventure. Alors, un nouveau numéro, donc bienvenue à Bonjour le Faso et bonjour à tous. Direction Koudgou, puisque nous y sommes installés pour vous faire découvrir le palais d'Issouka, donc le palais de Nabasaga Ier dans le quartier Issouka de Koudgou. Et à travers les images, vous allez découvrir ce palais, mais surtout le témoignage d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on vous fera écouter un témoignage concernant le palais dans la rubrique à la découverte de. Pour les informations, Alphonse Ouedraogo sera là pour feuilleter les journaux pour nous et également commenter l'actualité. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir donc la Copagène qui œuvre pour notamment pour que les Burkinabés puissent avoir des produits alimentaires assez sains pour éviter aussi les OGM et autres. On va discuter avec la Copagène qui célèbre 10 années cette année. On en parlera tout à l'heure. Et plus tard également, on recevra un maître spirituel qui sera là pour nous donner sa vision de la spiritualité et nous parler de ses activités à venir. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. On va aller tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte de... Oui, nous partons à Koudgou, dans le quartier Issouka, donc un des plus anciens quartiers de Koudgou d'ailleurs, pour nous retrouver au palais donc de Nabasaga Ier. C'est un palais de chef traditionnel, mais c'est un site touristique en même temps parce que Nabasaga Ier a décidé de faire de son palais un site touristique. D'ailleurs, au sein de ce palais, il y a un musée qu'on appelle Musée Raimi qui s'occupe notamment de la conservation des éléments, des traditions que vous pouvez découvrir, visiter au niveau donc du palais Masme du chef d'Issouka. On va donc écouter le premier témoignage et puis on revient pour la suite. Si euh, on veut venir visiter le musée, nous avons un bureau, on a créé une fondation qui gère un peu ce musée. Et si vous arrivez, il y a des tarifs. Quand vous viendrez là-bas, on vous dira un peu les tarifs. Et avec ça, on arrive quand même à payer l'électricité, on arrive à payer l'eau. Puisque, bon, jusqu'à présent, c'est de ma propre poche. Alors, petit à petit, je crois que cela m'a prouvé que les gens aiment la culture. Le prix qui leur est donné, bon, ils viennent, ils payent. Et nous aussi, on s'en sert pour nettoyer, pour payer tout ce qui doit être payé pour ça. Et puis notre rêve, on est en train de discuter avec le ministère de la Culture pour pouvoir créer une convention entre notre fondation qui gère le musée et le ministère pour qu'ils puissent mettre à notre disposition des guides payés par l'État et qui aident afin que nous ne puissions, parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir des ressources nécessaires pour payer des agents. Et alors qu'il faut les payer, parce que c'est un travail quand même qui est très demandant, comme on dit en anglais, bon, qui est très exigeant. Voilà. Puis j'ai été intronisé en 2005, chef, et lui, il est arrivé en 2006. J'ai dit, bon, nous allons nous partager le travail. Tout ce qui est rationnel, tout ce qui est dossier, tout ce qui est vraiment de l'ordre des statistiques, tu vas t'en charger. Maintenant, tout ce qui est traditionnel, laisse-moi, je nomme, puisque j'ai nommé 4 chefs, dont une femme chef. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est question de bonnet à Issouka. Mais lui, Patrick, s'occupe de tout ce qui est gestion. Si vous arrivez, le dôme, par exemple, a été construit de ses mains. C'est de ses mains qu'il a construit le dôme. Et c'est lui qui gère tout ça. Quand vous arrivez, les ampoules sont là, ça ne marche pas, c'est lui qui change. Il faut dire que j'ai vraiment une chance. Et je dis merci à mes ancêtres de m'avoir dirigé ce monsieur qui est là, qui ne me demande rien, puisque je n'ai pas d'argent pour le payer. À la limite, c'est même lui, par moment, qui aide un peu à boucher certains trous qui viennent d'apparaître. Je suis heureux d'avoir fait ce musée et mes grandes attentes sont que, de par le pays, des personnes mieux nanties peut-être que moi, mieux placées que moi, et que le pays lui-même donne de l'importance au musée, à la question muséale. C'est très important. C'est très important. C'est vrai qu'anthropologiquement, nous autres, moi aussi, on n'aime pas la conservation.
après le décès d'un de nos membres de famille, si c'est un homme, au bout de 3 ans ou 3 mois, on dit allez, on disperse les affaires, on les partage. Sinon, il ne va pas partir. Si c'est une femme, on dit allez, on partage et puis on ramène son coupéro, c'est-à-dire son panier qu'il a porté venir. Ça, c'est anthropologiquement dans nos têtes. Mais nous devons dépasser cela pour dire non, les effets de nos aïeux doivent être montrés à nos arrière-petits-enfants. Et moi, je voudrais que cela soit. Ce sont mes grandes attentes. Si le Burkina vraiment pousse là-dessus, moi, je pense que, et j'appelle les autorités à donner une importance. Il y a un musée national, mais par moments, je suis un peu sur ma soif quand je vois les affluences. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le Burkina a fait le musée, mais il faut pousser les agents qui sont. Il faut que les agents qui sont là aussi n'attendent pas du gouvernement seulement. Mais vous avez votre salaire. Essayez de bouger. Moi, je ne paye pas Patrick. Il bouge, ça marche. Comment ils doivent bouger? En accueillant d'abord bien. Quelqu'un qui vient dans un musée qui n'est pas accueilli. Tu arrives, les gens ont les bras croisés. Alors, on ne sait pas, tu poses une question ici, on ne peut même pas répondre. La personne, tu demandes les toilettes, elles sont sales. Ça ne peut pas attirer les gens. Chez nous, nous avons mis tout ça au point. Quand les ambassadeurs arrivent pour visiter notre musée, depuis Ouagadougou, la première des choses, nous indiquons les toilettes qui sont propres. Ça, c'est très important. Toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes. Puisque vous, les femmes, vous avez besoin d'un lieu spécial. Et vous voyez, ce sont tous ces éléments que je demande à tous ceux qui veulent mettre des musées en place au Burkina Faso de tenir compte. Et ça, je serai heureux. Je vais mourir en paix en disant que voilà ce que j'ai essayé d'apporter au Burkina Faso. Moi, je ne peux pas concevoir qu'ailleurs, même les anciens présidents ont des musées, ont créé des musées. Si Jacques Chirac a fait les musées, Mitterrand en a fait, John Kennedy a le musée, John Kennedy. Mais il faut que nos dirigeants aussi se réveillent pour dire tous les cadeaux que je reçois en tant que président, moi je ne dois pas les laisser comme ça. Je veux créer un petit musée, un musée ceci, un musée cela. Et tout ce qui se passe, que nous puissions vraiment garder. Et si nous les gardons, vous voyez que nos petits-enfants, nous le revaudrons beaucoup, beaucoup. Et ils vont se tabler dessus pour le développement. Sinon, ils ne voient rien de nos ancêtres. Ils ne regardent que nos gens sur Facebook. Ça ne construit pas un pays. Et c'est Alphonse Ouedraogo que nous retrouvons ce matin. Bonjour. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On découvre d'abord les titres des différents journaux. Tout à fait. Et je commence avec le quotidien de tous les Burkinabés, Sidoya. Sidoya, dans sa parution du jour, affiche retrait de la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES rendent compte de leurs travaux au président du Faso. FESPACO 2025, une délégation du TIAD, puis invité d'honneur à Ouagadougou, nous annonce le journal. La promotion de l'artisanat, la Chambre des métiers sollicite le soutien du Premier ministre, écrit Sidoya. Espace AES Niger, nous étions dans une situation de sous-traitance sécuritaire, regrette le général Toumba Mohamed du Niger. Carnet de santé, fatigue oculaire, ces symptômes qui doivent inquiéter. Cannes Maroc 2025, les étalons encore avec les FENEC d'Algérie. Aménagement paysager d'espace public, 3 ronds-points de Ouagadougou, relouqués, écrit Sidoya. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, affiche phase finale de la Cannes Maroc 2025. Le Burkina face à l'Algérie, le Soudan et la Guinée équatoriale. Retrait de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de l'AES rendent compte leurs travaux au président du Faso. Campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, cette raison d'y adhérer, écrit le journal. Acquisition des produits de l'artisanat par la commande publique. Le cri du cœur des artisans est à lire à la page 3 du journal Le Quotidien. Le journal Le Pays, pour sa part, dans sa parution du jour, affiche Wilfried Zondi, juriste, déclare donc que la quête de l'efficacité de la justice doit s'inscrire dans un processus participatif. Toujours avec le journal Le Pays, retrait de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de l'AES rendent compte de leurs travaux au président du Faso.
Chevauchement des années académiques au Burkina, poser le bon diagnostic, conseille donc le journal Le Pays. Dans sa rubrique Révélation, Le Pays écrit beaucoup de Mohon, les corps sans vie de 2 pasteurs retrouvés. Lutte contre la vie chère, plusieurs boutiques scellées à Bobo du Lasso pour pratique de prix illicites. Cannes Maroc 2025, des retrouvailles entre étalons et Fenech, écrit Le Pays. L'observateur Palga, à sa une ce matin, on peut lire retrait de l'AES de la CEDEAO. Il n'y a pas de crainte, il faut oser sortir de l'esclavage. C'est donc une déclaration de Mamadi Savadogo, président de la Coordination nationale des associations pour la veille citoyenne. Pendant ce temps, le collectif des femmes sonne la mobilisation pour le grand meeting de ce jour. Aménagement du canal à Naïlé, entre espoir et impatience, la phase 4 attend son démarrage. Transport hospitalier des corps et Alagado se dote de tricycles aménagés, écrit le journal. Groupe E, Cannes 2025, retenait l'Algérie, le Burkina, la Guinée équatoriale et le Soudan. Terminons avec le journal Aujourd'hui Faso. Aujourd'hui Faso affiche ce matin divorce de l'AES avec la CEDEAO, jour J-1. Plus rien ne peut empêcher que demain, soit le 29 janvier 2025, une analyse à lire dans ce journal. Ambiance caféienne à Goma, en RD Congo. Metz Espoir rencontre Tshisekedi Kagame demain et résurrection du processus de Nairobi. Cannes Maroc 2025, le compte à rebours depuis Rabat, écrit le journal. Retrait de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de l'AES au rapport sur Ibrahim Traoré. Russie, Togo, dans cette coopération, le journal nous annonce que 27 000 tonnes de blé ont été expédiées vers Lomé. Merci bien. Merci pour ces titres. Et puis, bien sûr, on revient sur l'actualité concernant l'AES et la CEDEAO. Donc, divorce AES-CEDEAO. Donc, nous sommes à jour J-1. Tout à fait. Et c'est pour cela que le journal Aujourd'hui Faso, dans sa parution du jour, écrit que plus rien ne peut empêcher que demain soit le 29 janvier 2025. Parce qu'effectivement, c'est demain, 29 janvier, que, en tout cas, la décision de sortie, de l'AE de sortir de la CEDEAO va commencer à prendre effet parce que à partir de cette date, entre en tout cas les 3 pays et puis la CEDEAO, il n'y a plus à discuter one par one, mais plutôt s'il y a négociation, c'est à discuter entre organisation et organisation. Ça veut dire que les 3 pays veulent que désormais, s'il y a une voix à porter, que la voix des 3 pays soit une voix commune, à la limite qu'ils puissent avoir un intérêt à tirer dans ces négociations-là, parce que c'est vrai, on a annoncé depuis plus d'1 an la sortie donc, de la CEDEAO, mais nous avons toujours des intérêts au niveau donc, de la CEDEAO. Non seulement il y a du personnel qui sont toujours sous contrat au niveau de la CEDEAO, il y a aussi des intérêts économiques aussi en jeu. Donc, toutes ces questions-là doivent être traitées, mais dorénavant, ça sera effectivement entre entités. Donc, à partir de cette date, l'AES voudrait que ce débat-là se mène d'homme à homme, d'entité à entité. Plus question donc de vouloir négocier individuellement avec ces 3 pays, la CEDEAO. C'est d'autant plus que le moment qui était donné est dépassé. Donc maintenant, s'il y a un débat à mener, ça sera vraiment sous la couverture de l'AES et puis la CEDEAO. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc pour en tout cas célébrer cette date, c'est pour cela qu'il y a un grand meeting annoncé aujourd'hui au niveau de la place de la Nation. Et déjà ça mobilise, comme au Mali, on a entendu des voix pour en tout cas rappeler que l'annonce qui avait été faite de quitter la CEDEAO est une bonne annonce et donc ça mérite d'être célébré
et ça mérite d'être soutenu parce que ça y va de l'intérêt de nos pays et de la souveraineté totale des 3 pays. Oui. On passe au deuxième sujet. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes au Congo. Tout à fait, et précisément à Goma, cette province qui fait, en tout cas, frontalière au Rwanda depuis quelque temps. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les rebelles du M23 ont encore repris du service au point que hier, en tout cas, c'était vraiment tendu. Les combats étaient à une certaine distance de la ville de Goma, mais depuis hier, la psychose s'est beaucoup plus renforcée et s'installée parce que les populations entendaient les coups de feu au point qu'on pensait que cette ville allait tomber dans les mains des rebelles. Ce qui a beaucoup plus inquiété, c'est le fait qu'il y a eu des prisonniers qui ont été libérés, donc qui sont en cavale. On parle de plus de 3000 prisonniers qui étaient donc détenus dans cette ville-là. Donc ça renforce, ça augmente, ça grossit les rangs des rebelles, certainement. Voilà. Donc ça a en tout cas installé une certaine psychose. Et aussi ce qu'il faut retenir, c'est que pour le M23, un mouvement rebelle qui avait donc été en tout cas découragé depuis quelque temps parce que depuis 2021, ce mouvement, on n'entendait plus parler en tant que tel, mais ce mouvement a repris du service avec le soutien, bien sûr, selon les autorités congolaises, avec le soutien du Rwanda. Ce que aussi les autorités rwandaises balaient de revers la main, qu'il n'en est pas question. L'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que hier, dans la matinée, en tout cas, les gens étaient obligés de rentrer. C'était vraiment le saut qui peut, parce que dans certains quartiers de Goma, certains ont pu voir des rebelles qui étaient ovationnés, acclamés, parce que pour ces rebelles du M23, la revendication est que cette ville, la RDC, a donc été délaissée. On ne sent pas vraiment la présence de l'administration, on ne sent pas vraiment une bonne politique pour aider les populations. Donc ça fait que ils arrivent à avoir des soutiens. Les jeunes, certainement, se disent être délaissés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Le seul rempart, c'est en tout cas de grossir les rangs de ces mouvements rebelles-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème très sérieux. Les États-Unis ou la France, certains pays ont même demandé à leurs ressortissants de quitter même la ville, même MONUSCO, qui était donc le président de l'ONU, qui était dans cette partie. Les travailleurs ont donc été obligés de quitter, bien entendu, avec des hélicos. Donc, la température exacte aujourd'hui est que ça ne va pas. Mais quelle est l'issue? Certainement, tout le monde a le regard tourné aujourd'hui vers la rencontre de demain à Nairobi entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame qui s'accusent mutuellement. Déjà, les autorités congolaises ont rappelé tous les diplomates qui étaient en poste à Kigali pour montrer que elles déplorent, que les autorités déplorent vraiment un soutien entre guillemets du Rwanda au mouvement rebelle. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est que les autorités congolaises, avec le président Tshisekedi, ont refusé de prendre langue avec le mouvement M23. Ça a fait que ça a exacerbé maintenant. Ce mouvement s'est dit qu'il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus question de discuter. Ok, donc ils en sont mis en route, ils ont repris du service, ils ont commencé à taper. Et hier, en tout cas, ils étaient à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma. C'est à parier que si rien n'est fait, la ville risque de tomber dans les mains de ces mouvements rebelles. C'est vrai qu'au niveau des Nations Unies, la communauté internationale commence à donner la voix. Même l'Union africaine demande ainsi sur le feu. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Il faut dire que nous devons nous attendre à un vrai théâtre d'opération de combat, parce que les forces congolaises aussi ne se désarment pas et les mouvements rebelles M21 encore moins. Donc c'est vraiment la situation exacte qu'il y a aujourd'hui.
nous attendrons de voir avec aussi l'évolution. pratiquement plus de 2 millions de déplacés. Ah oui, déjà. C'est pas facile. Ouais. Et on parle de blessés. Oui, des morts. Des morts également, malheureusement. Alors, on va parler sport maintenant. CAN 2025. Les étalons savent dans quelle poule maintenant ils sont logés. Tout à fait. Les étalons sont donc logés dans le groupe E avec l'Algérie, le Soudan et la Guinée équatoriale. C'est de grosses pointures, hein. C'est vrai. Entre l'Algérie et puis le Burkina Faso, les deux équipes se respectent, en tout cas en termes de talent sur le terrain. Parce que souvent ça débouche sur une victoire du Burkina, souvent une victoire de l'Algérie. Donc, on s'inverse mutuellement au point que par moment, lorsque l'Algérie perd, c'est chaud, hein, il y a de la provocation, mais le Burkina Faso tient quand même à montrer vraiment son talent. Donc, c'est à ne pas négliger, parce qu'à la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire, on a vu comment les deux équipes se sont donc trimballées. Donc, on peut dire qu'on se partage vraiment les victoires et les défaites. Donc, c'est un groupe très sérieux. La Guinée équatoriale, ce n'est pas moindre. C'est une équipe que nous avons donc vue. Ses prestations à la CAN passée. Donc, aller jusqu'en demi-finale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est pour dire que même jouer la finale et perdre, c'est vrai, demi-finale, voilà, ils sont arrêtés là. Donc, c'est des équipes très sérieuses. Et je pense que, sauf peut-être le Soudan, qu'on ne placerait pas, en tout cas, une bonne place, mais c'est une équipe à ne pas négliger. Il y a peut-être une autre poule où il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Là-bas aussi, c'est un peu tendu parce que les deux équipes se connaissent aussi bien. Donc, on peut même dire que c'est la poule de la mort. Un rappel pour nous autres qui ne maîtrisons pas tellement le football. Quand il y a 4 équipes comme ça, c'est 2 qu'on choisit. Oui, en principe, c'est 2. Voilà. C'est vrai que c'est des coups KO, mais c'est dire que chacun doit en tout cas essayer de travailler. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, dans la même poule que le Cameroun, le Gabon, le Mozambique. Donc là-bas, c'est une poule très sérieuse. Et je pense que le Mali, par exemple, trouve dans la poule A, avec le Maroc, la Zambie et puis le Comore. Donc, partout, c'est des équipes très alléchantes à ne pas négliger. Donc, bonne chance aux étalons. Merci. On termine par parler notamment de l'hôpital Vialgado. Il se dit que le transport des corps sont humanisés maintenant. Oui, une très bonne décision des premiers responsables donc, de l'hôpital de Vialgado parce qu'on peut dire qu'il était quand même temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le transport hospitalier des corps. Lorsqu'il y a un malade qui meurt sur le lit d'hôpital pour convoyer ce mort-là jusqu'à la morgue, par moment, ça suscite des regards, ça donne en tout cas l'anxiété, l'émotion. Donc, qu'est-ce que ces premiers responsables ont trouvé? C'est en tout cas de trouver 2 véhicules, 2 tricycles, où il y a toute la commodité, c'est électrique. Il y a un brancard, là où on dépose les morts. Il y a aussi une batterie avec laquelle ces tricycles fonctionnent. Il y a une bâche qui couvre le corps. Donc tout cela pour dire que il y avait un préjudice à réparer. Parce que lorsque on poussait les morts avec les chariots, ça suscitait des regards. Par moment, on voit les pieds tendus, des gens des gens sont paniqués, et puis la douleur même devient intense. La manière de tirer. Souvent, il n'y a aucun respect. Donc, oui, ils ont dit que lorsqu'un patient arrive dans leur déontologie, toi, en tant que médecin, tu as la responsabilité d'apporter les soins au patient comme il se doit, dans la protection de son intégrité, et même il y a la gestion ce qu'ils ont appelé, même après la mort, il y a eu toujours une assistance qu'il faut apporter pour donc ces morts-là.
Donc, même si le malade, le patient est mort, il y a toujours ces droits qu'il faut préserver. Donc, prendre soin de son corps. Partant de là, trouver ces deux tricycles pour, en tout cas, protéger, couvrir, je pense que c'est une très bonne décision qu'il faut saluer. Parce que lorsque vous arrivez avec un malade où vraiment on déclare que c'est l'urgence et que vous voyez des morts qu'on est en train de trimballer, surtout le mois d'avril de l'année dernière, il y a eu beaucoup de morts. Ce n'est pas du tout simple et ce n'est pas tout le monde qui peut tenir en voyant ces morts qu'on est en train de pousser. Oui, j'ai un témoignage comme ça. Je sais qu'il y a peut-être 2 mois comme ça de là, il y a eu une de mes tanties qui assistait en fait, qui faisait partie de l'équipe qui assistait un malade à Yalgado aux urgences. À un moment donné, elle a eu une élévation de tension et on a dû l'amener. Et quand elle est arrivée, on allait la voir. Elle a dit qu'étant là-bas, que tous les jours c'est des morts. Et de la manière même que tu vois qu'on tire, quand tu vois qu'on a recouvert justement du drap et tu vois justement les pieds, on tire la personne sortie, c'est que c'est court. Elle a expliqué ça à Moré, qu'à force de voir ça, à un moment donné, elle était paniquée et elle a eu une élévation de tension, elle a dû rentrer. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle et je pense que beaucoup vont saluer ça. Et puis voilà, que Dieu guérisse nos malades, c'est ce qu'on souhaite plutôt. Merci beaucoup Alphonse pour ces analyses. Merci bien. Nous, on continue sur ce plateau. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo et juste après, nos invités s'installent. Nous recevons un invité que vous connaissez certainement sur le plateau de Savane Média en général. Il est passionné de l'écologie, du naturel, du bio. Il s'agit donc de M. Ali Tapsoba de Guama. Il est écologiste et président de Terre à Vie, membre de la Copagène. Bonjour à vous, monsieur Tapsoba. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Plusieurs fois on vous a reçu ici pour parler notamment des moustiques OGM et tout. Aujourd'hui on va parler de l'anniversaire de la Copagène. Vous êtes venu avec monsieur Souleymane Traoré, donc ingénieur agronome et coordonnateur national de la FENOP, la Fédération nationale des organisations paysannes. Bonjour monsieur Traoré. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Ça va bien chez nous. Merci. Alors on va découvrir plus la Copagène, mais je vous laisse quand même présenter chacun sa structure. Donc monsieur Ali Tapsoba de Guama, qu'est-ce que vous faites à Terre à Vie? Terre à Vie est une organisation de la société civile burkinabé. C'est une association qui existe depuis 2008. Et nous travaillons essentiellement à la promotion de l'agroécologie parce que nous sommes des écologistes. Nous travaillons dans la lutte contre les accaparements de terre et notre vision, c'est l'atteinte de la souveraineté alimentaire pour tous. Maintenant, M. Traoré, FENOP. Alors, la Fédération nationale des organisations paysannes du Burkina est une structure qui a été créée en mai 1996, à l'issue donc d'une concertation des plus hautes organisations paysannes de l'époque. Et c'est pour répondre, d'une part, au désengagement de l'État du secteur production agricole, qui s'est traduit par la fermeture des coopératives qui existaient à l'époque, et l'absence de services aux producteurs, en particulier la facilitation de l'accès aux intrants, la gestion des activités de production, la gestion des activités de commercialisation. Et c'est un réseau qui regroupe un ensemble d'organisations paysannes structurées au niveau local, en coopérative, groupement, au niveau intermédiaire, en union, et au niveau national, c'est la FENOP. Alors, M. Tapsoba, vous êtes tous les deux membres, vos structures sont membres de la Copagène. Donc, c'est bien qu'on sache ce que c'est que la Copagène. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure? Alors, la Copagène, en fait, c'est une coalition. C'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. C'est un regroupement d'associations, c'est un regroupement citoyen de plusieurs organisations de la société civile, de chercheurs, qui, en 2004, ayant constaté l'expérience amère des personnes, des multinationales qui étaient en train de faire la prédation des ressources phytogénétiques, qui étaient en train de faire les accaparements de terre, qui étaient en train d'introduire les organismes génétiquement modifiés, se sont dit qu'il faut une synergie d'action pour empêcher que cela arrive, parce que dans la vision de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, nous devrons atteindre la souveraineté alimentaire. Et pour atteindre la souveraineté alimentaire, l'élément primordial, c'est la protection des ressources phytogénétiques, c'est la préservation de nos semences paysannes.
Ok. Maintenant, sur quel champ en fait, d'action la Copagène agit? La Copagène, depuis sa fondation, travaille essentiellement sur 4 à 5 axes. Ok. Les axes importants, c'est la question de la promotion de l'agroécologie, c'est la question de sauvegarde et partage équitable des ressources phytogénétiques, c'est la lutte contre les organismes génétiquement modifiés, c'est la promotion des droits paysans. Il y a aussi la question de la préservation des semences paysannes. Donc c'est autour de ces axes que la Copagène a travaillé depuis sa création pour qu'on puisse avoir des écosystèmes bien gérés, des ressources phytosanitaires équitablement partagées entre les communautés locales et toute personne qui est intéressée à l'exploitation de ces ressources phytogénétiques. Donc c'est tout naturellement que la Fédération nationale des organisations paysannes est membre de la Copagène. Vous intégrez dans quel but la Copagène déjà? Absolument, parce que la FENAP, comme je l'ai dit, est un regroupement d'agriculteurs. Ok. Et qui d'agriculteurs dit activité de production. Et nous sommes les plus utilisateurs de produits chimiques, on va dire. En gros, les produits chimiques, les engrais, les produits de traitement, etc. Et nos membres ont constaté que l'utilisation des produits chimiques présente beaucoup de dangers sur lesquels nous allons revenir. Et donc, par rapport à ça, depuis près de 20 ans, la FENAP s'est engagée dans ce qu'on appelle de l'agroécologie. Et là également, on aura le temps de revenir sur l'agroécologie. Et face à cette vision, et en ayant entendu parler de la naissance de la Copagène, la FENAP s'est dit que ce serait bien pour moi de me joindre à cette dynamique-là pour participer à la lutte contre l'utilisation de produits chimiques, à l'avènement des OGM, etc. Et donc, c'est vraiment sur le volet plaidoyer et appui aux agriculteurs dans ce domaine-là. Monsieur Ali Tapsoba, comment concrètement l'engagement de la Copagène se manifeste sur le terrain? Alors, il faut dire que l'engagement de la Copagène se manifeste essentiellement dans l'outillage des organisations paysannes de leurs droits. Nous faisons beaucoup un travail de plaidoyer vers les décideurs pour les amener à prendre conscience de la nécessité de préserver les ressources phytogénétiques. Nous appuyons la plupart des organisations paysannes afin qu'ils puissent davantage s'organiser. La Copagène également fait de la formation parce que nous renforçons les capacités du citoyen lambda sur les aspects qui sont liés beaucoup à la lutte contre les accaparements de terre, à la question des organismes génétiquement modifiés. Et la Copagène travaille beaucoup sur le terrain par rapport à l'axe 2 qui est la lutte contre les pesticides. Parce que vous le savez très bien que les pesticides sont véritablement une catastrophe pour les humains et pour la biodiversité. Il vous souviendra qu'au Burkina Faso, plusieurs fois, on a annoncé des intoxications alimentaires. Des familles ont été décimées parce qu'ils ont tout simplement consommé une denrée qui a été traitée aux pesticides. Donc sur le terrain, la Copagène travaille à sensibiliser le monde paysan, les consommateurs de la dangerosité qu'il y a dans ces pesticides. La Copagène travaille à proposer des alternatives qui sont l'utilisation de plantes répulsives, qui sont le travail à une culture diversifiée, qui sont aussi les pratiques agroécologiques. Et dans ce sens, on peut avouer que depuis la naissance en 2004, la Copagène a connu beaucoup de résultats. Aujourd'hui, vous entendez dans tous les discours des questions de l'agroécologie, des questions de la souveraineté alimentaire. Oui. Avant de parler de la commémoration du 20e anniversaire, pour ne pas dire 21e anniversaire, et on va parler des pesticides. Monsieur Tapsoba l'a évoqué tout à l'heure. Alors, vous êtes dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi vraiment les agriculteurs utilisent les pesticides? Alors, l'utilisation de pesticides répond à des besoins bien précis. Dans le lot, déjà, il y a plusieurs types de produits. Il y a, par exemple, les herbicides. Et les herbicides sont utilisés par les producteurs aujourd'hui, en grande quantité d'ailleurs, pour tuer les mauvaises herbes, avant même le labour. Ou, lorsque les cultures ont poussé, il y a des herbicides qu'on appelle sélectifs,
qui tuent les mauvaises herbes, mais qui ne tuent pas les cultures. Il y en a d'autres qu'on appelle total, qui tuent et les mauvaises herbes et les cultures. Ça détruit tout au passage. Et voilà. Donc, l'agriculteur utilise ces produits pour soulager la main-d'œuvre. Ensuite, lorsque les cultures sont en développement, nous constatons des attaques, que ce soit des insectes, que ce soit des rongeurs, que ce soit des micro-organismes qui s'attaquent aux cultures, soit en graines avant même la germination, ou en plantules, ou en fleurs, ou en fruits. Et donc, les pesticides sont utilisés pour éliminer ces mauvaises herbes. Et donc, comme dit, c'est vraiment pour éliminer, pour tuer les mauvaises herbes. Voilà. Mais comme M. Tapsoba l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas sans danger. Après, maintenant, ce sont les dangers liés aussi à la santé des consommateurs. Les pesticides, c'est vrai qu'on les utilise parce que les systèmes de production, à un moment donné, ont été moulés avec l'appui des puissances, des colonisateurs déjà. Depuis avant l'indépendance, on a commencé à sentir ces produits chimiques. Et après, on a pensé que c'est la seule alternative pour produire. Et donc, tout le monde s'est mis là. Mais de plus en plus qu'on avance, on constate qu'il y a beaucoup de dangers. Premièrement, la pollution de l'eau que nous buvons. Ça peut être l'eau de surface, comme les rivières, comme les barrages aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut oser aller prendre l'eau directement du marigot ou du barrage pour boire? Ça fait peur. Malheureusement, les producteurs le font. En milieu rural, ils le font. On abreuve les animaux dans ces cours d'eau, malheureusement. Et de produits chimiques, souvent. Voilà, absolument. Parce que le problème des produits chimiques, par exemple, quand tu traites un champ avec de l'herbicide et qu'il pleut, l'eau lessive une grande partie qui part se retrouver dans les rivières, dans nos étangs d'eau. Et ensuite, lorsqu'on traite les cultures, il y a ce qu'on appelle le délai de rémanence. C'est-à-dire c'est le délai qui sépare le jour de traitement et une date à venir à laquelle le produit aura disparu de soi-même. Il y a cette période de rémanence-là. Malheureusement, on constate que les maraîchers en particulier récoltent, traitent aujourd'hui et récoltent le lendemain ou le surlendemain pour amener au marché. Et donc, tous ceux qui partent au marché, qui disent que je veux les jolies tomates plutôt que les tomates chétives, ou bien je veux les jolis concombres ou choux plutôt que les... Et donc, il y a un grand risque qu'ils payent des produits avec des condiments avec les produits chimiques. Alors, donc, c'est vraiment ces produits qu'on nous consomme à longueur de journée nous apportent des malheurs. Ensuite, je vais aller plus vite aussi. Il y a les emballages. Généralement, les emballages desquels ils sous-titrent les produits, que ce soit les bidons, que ce soit les cartons, les sacs, on essaie de les laver pour les réutiliser, pour prendre de l'eau, prendre du lait, pour prendre des nourritures, etc. Malheureusement, ces produits contiennent ce qu'on appelle des huiles essentielles qui ne peuvent pas disparaître au simple lavage, quel que soit ce qu'on va utiliser. Ensuite, quand tu prends un bidon qui a une manche, la partie qui rentre dans la manche, on a beau laver, ça ne sort pas. Et donc, du coup, il y a, en milieu rural, par exemple, les paysans, ils prennent ça, ils boivent de l'eau. Et quand ça rentre dans le corps, peut-être ça ne tue pas tout de suite, mais au fur et à mesure qu'on en absorbe, les produits qui restent dans le corps circulent et dérangent nos glandes. Et les glandes ont pour rôle de stabiliser notre organisme et jouer des fonctions précises. Une fois que ces glandes sont perturbées, on est exposé à différents types de maladies. Ben oui, le résultat, ce sont des maladies. Le cancer, le diabète, la tension, etc. Qui augmentent de jour en jour. On a plus de malades donc, de ces maladies chroniques-là. Voilà. Après, donc, c'est lié forcément à l'alimentation et c'est lié aussi à nos cultures. Absolument. Alors, on sait que la Copagène s'intéresse justement à cette question donc, de pesticides. C'est bien aussi de dire quelles sont les alternatives aussi que vous proposez à défaut d'utiliser ces pesticides-là. Avant de parler des alternatives, peut-être qu'il faut encore insister sur le danger. La dangerosité de ces pesticides, parce que, vous savez, quand on les utilise, il a parlé de la pollution des nappes phréatiques, il y a le fait que les pesticides détruisent les micro-organismes du sol. Quand vous prenez les premiers laboureurs qui sont les vers de terre, l'épandage des pesticides va détruire ces vers de terre, alors que ce sont les vers de terre qui travaillent le sol pour permettre l'infiltration correcte de l'eau. Et même, on peut avoir une terre arable.
Ok. Les pesticides Ça aussi... veut dire que vous risquez de ne plus avoir même un sol arable. assez productif. Il a parlé de glandes. Les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'utilisation des pesticides amène des problèmes de reproduction. Vous allez voir plein de femmes qui connaissent des avortements répétés, ou vous allez voir des problèmes aujourd'hui, des difficultés au couple d'avoir des enfants. Mais parfois, les gens ne savent pas que c'est la consommation pendant des années de ces pesticides-là. Les pesticides aussi créent ce qu'on appelle une dépendance politique et économique des organisations paysannes, en ce sens que ce sont des firmes extérieures qui les fabriquent. Donc, c'est une perte d'économie, c'est aussi une dépendance. Voilà pourquoi, nous, au regard de tout ça, l'alternative existe. Et l'alternative, c'est comme ce que nous disons, Korlozan Kobo en Mori. C'est qu'on traduit littéralement en français l'agroécologie, qui sont en fait des pratiques ancestrales. Ce sont des pratiques endogènes au niveau de la culture où nos arrière-grands-parents utilisaient la fumée organique. Ils fabriquaient leur propre compost qu'ils mettaient dans les champs pour faire les productions. Il y a des plantes répulsives. Aujourd'hui, on a plein de chercheurs burkinabés qui ont travaillé à trouver des plantes qui, lorsqu'on les épand sur les cultures, ça repousse les ravageurs. Sans oublier que dans les alternatives, il faut pratiquer des cultures associées. Parce que, vous savez, la biodiversité, c'est tout un système qui se régule seul. Lorsque vous ne faites pas de la monoculture, vous faites la culture associée, il va de soi que les ravageurs entre elles vont essayer de s'éliminer. En dehors de tout ça, il y a le fait que de plus en plus, on recommande les gens de faire des cultures hors sol, même à la maison. Les jardins potagers. Voici autant d'alternatives qui peuvent amener les gens à produire sainement, à consommer sainement, sans utiliser les pesticides. Dans tous les cas, nous, on a dit aux gens, il faut se faire sienne la philosophie que le docteur Bernard Lédia, paix à son âme, a dit, produit sans abîmer. Produit sans abîmer, parce que c'est à ce prix que réellement on peut préserver les systèmes alimentaires et consommer des aliments qui vont nous donner la santé. Ah oui, merci beaucoup pour ces conseils. Et qu'est-ce que la Copagène fait en termes d'action pour amoindrir en tout cas l'utilisation de ces pesticides-là sur le terrain? Je donne la parole à M. Traoré. Du 28 juillet au 1er août 2024, la Copagène a tenu un atelier international, on va dire, avec ses membres, et pour réfléchir un peu à ce qu'elle doit faire dans les mois à venir. Et cela se tisse au bout de ce qu'on a déjà fait depuis. Et aujourd'hui, le travail qu'on fait, comme M. Tabsolo a dit tout à l'heure, nous avons un grand travail de sensibilisation, information et sensibilisation, et des populations et des autorités. Ensuite, nous faisons un travail de plaidoyer, en particulier auprès des décideurs, des autorités nationales, pour que, d'une part, elles prennent conscience de l'envergure, de l'étendue du problème d'utilisation des pesticides, mais également pour qu'elles prennent des mesures pour pouvoir limiter cette situation qui n'a que trop duré. Parce que tout ce qui cause la mort d'hommes et qui paralyse une grande partie de la population à cause des maladies chroniques, etc., je pense que l'État, à un moment donné, a l'obligation de se décider. Et pour que l'État a décidé aussi, nous produisons ce qu'on appelle des évidences ou des preuves. Et pour cela, nous continuons à faire des études de situation, des études de cas, pour mieux documenter l'utilisation des produits chimiques, mais aussi de leurs méfaits, leurs conséquences sur l'environnement et sur la vie humaine. Ensuite, M. Tabsolo aussi l'a dit, nous continuerons à faire des actions de formation, d'appui et de promotion des semences paysannes en milieu rural, pour qu'à un moment donné, voilà, on puisse atteindre notre souveraineté alimentaire sans pour autant
être dépendant de l'extérieur pour des produits chimiques ou des produits, des semences, etc. C'est ça. Donc, M. Tapso, vous pouvez ajouter quelque chose sur les actions de la Copagène? Parmi les actions de la Copagène, on peut ajouter le fait que la Copagène a travaillé pour que de plus en plus les ressources phytogénétiques connaissent une gestion durable et un partage équitable entre les communautés locales qui travaillent à les préserver et toute personne morale ou physique qui peut tirer des avantages liés à ces ressources. Ce que les gens ne savent pas, quand vous voyez les pharmacies, en fait, les multinationales viennent simplement prélever dans nos plantes pour aller fabriquer des médicaments qui reviennent mettre sur le marché. Mais ces milliards que ces multinationales engrangent, qu'est-ce que les communautés locales qui ont travaillé pendant des millénaires à préserver ces ressources phytogénétiques gagnent? C'est là le combat de la Copagène pour qu'il y ait partage de bénéfices à ce qu'on a pu avoir après ces ressources phytogénétiques. Il vous souviendra que la Copagène aussi a travaillé à limiter, sinon à empêcher l'introduction des organismes génétiquement modifiés les OGM, en Afrique. C'est important. C'est grâce à la Copagène que les OGM n'ont pas pu envahir en grande partie l'Afrique de l'Ouest. Le cas du Burkina, vous avez suivi, la Copagène a organisé beaucoup de plaidoyers, la Copagène a fait des conférences, la Copagène a fait des marches, meetings pour amener le gouvernement d'alors à suspendre la production du coton génétiquement modifié. Et ces actions se poursuivent parce qu'actuellement, il y a des velléités de culture au bord champ du niébé génétiquement modifié. On parle de notre benga national, le haricot. Et la Copagène est encore debout, prêt pour qu'on ne puisse pas permettre de cultiver le niébé génétiquement modifié au Burkina parce qu'il y a des risques potentiels de contamination de la ressource. Il y a des probabilités d'intoxication alimentaire, il y aura une déréglementation de la filière et même les opérateurs économiques qui y sont ne pourront plus vendre ça parce que nulle part dans le monde, personne ne voudra acheter du haricot génétiquement modifié. Parce que la qualité aurait pris un coup? Naturellement, parce que vous savez, le BT, ce sont des toxines. Alors, dès l'instant qu'on met des poisons, même à microdose, dans un aliment de consommation, consommé en masse, il va de soi qu'il y a des risques potentiels d'intoxication. Sans oublier, quand vous prenez la légumineuse haricot, c'est la légumineuse la plus consommée dans nos pays en Afrique. Et il y a une diversité. Vous prenez au nord, au sud, au centre, à l'est ou à l'ouest, on a des variétés différentes de haricots. Mais lorsqu'ils vont prendre une ou deux variétés qui vont doper, booster et mettre en bord champ, dans 10, 20 ans, ce sont ces variétés qu'on va simplement retrouver. Ces variétés vont polluer les autres, de sorte que cette diversité qu'il y a dans le haricot là, nous allons les perdre. Alors que dans cette diversité, on a des qualités différentes. Sans oublier, c'est encore des firmes qui seront derrière pour obliger les paysans à retourner payer tout le temps ces semences génétiquement modifiées. Et comme on le disait, ça va déréglementer la filière et on ne peut pas permettre cela. Alors que naturellement, chaque paysan a ses graines à la maison, stockées quelque part. Donc, pour vous, il faut les laisser continuer à utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives aussi que vous proposez par rapport aux OGM? Oui, les alternatives, c'est comme on le disait tantôt. Il faut laisser la production à l'utilisation des semences paysannes. Parce que la semence est la mère de la production. Et pendant des millénaires, ce sont les communautés locales qui ont travaillé à sélectionner, à conserver et à utiliser ces semences paysannes. Donc l'alternative, c'est laisser tout simplement l'utilisation des semences paysannes. Les OGM n'ont jamais été et ne seront jamais une solution. Bien au contraire, ça va perturber les systèmes alimentaires. Vous savez que les systèmes alimentaires, c'est ce qu'on appelle du champ à l'assiette. Depuis la production, la transformation, le transport, le stockage, jusqu'au consommateur final. Ce qui veut dire que si déjà au début de la chaîne, on laisse déranger du moins les semences, ça va jouer sur le reste de la chaîne. Et en matière d'alternatives, c'est comme Thomas Sankara l'a toujours dit, il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Quand il y a eu Covid, les gens se sont rendus compte de la nécessité de pouvoir travailler sur les savoirs endogènes, produire une alimentation endogène, ne pas dépendre de l'extérieur. Parce que vous savez, pour nous, l'alimentation a une fonction culturelle et nutritive.
Mais pour les multinationales, l'alimentation a une fonction politique. En ce sens qu'ils utilisent aujourd'hui l'alimentation pour se faire de l'argent, ils utilisent aujourd'hui l'alimentation pour conditionner les systèmes de gouvernance des États. Donc, par conséquent, l'alternative demeure toujours dans notre capacité à utiliser les ressources endogènes pour produire une alimentation endogène. Parlons maintenant de l'anniversaire que vous souhaitez bien commémorer. 20 ans plus 1, c'est comme ça que vous l'avez mentionné. Le 20e anniversaire, mais il y a une année qui s'est ajoutée puisque nous sommes en 2025. Et comment la célébration va se passer? Monsieur Traoré, monsieur Tapsoba va ajouter. Alors, 20 ans plus 1, 21 ans, effectivement, ça commence à faire beaucoup dans la vie d'une organisation. Et la Copagène a décidé donc de faire un arrêt, on va dire, pour d'une part apprécier le chemin parcouru jusqu'à présent, voir qu'est-ce qu'elle a fait de bon, qu'est-ce qui a été une insuffisance dans son parcours. Ensuite, faire une fête et certainement définir des orientations. Alors, on profitera de la fête pour essayer de reconnaître, d'accorder des reconnaissances, des hommages à ceux qui ont participé à la mise en place de la Copagène, qui ont contribué à son évolution pour dire que nous sommes vraiment reconnaissants envers eux. Voilà. Bon, il y aura beaucoup d'activités au niveau international, au niveau régional, on va dire, et au niveau national. Et il y aura des ateliers, des conférences, des productions d'outils de communication tels qu'on est en train de faire actuellement sur le plateau. Mais voilà, il y aura également des festivités qui vont associer la plupart des membres et même des structures intéressées par ces activités. Monsieur Tapsoba, sur le programme d'activité, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Comme il a dit, il va s'agir d'abord de regarder la mission que s'était assignée la Copagène, la vision que s'était assignée la Copagène, les 5 axes de la Copagène. Est-ce que nous avons pu accomplir ce devoir? Et en dehors de cela, il a dit, il y aura des hommages. Parce que la Copagène a connu des personnes qui se sont engagées, des hommes et des femmes, qui ont sacrifié de leur intelligence, de leur temps pour que la Copagène naisse. Il y a des personnes qui sont encore vivantes, on va les rendre hommage. Il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde, nous allons les rendre hommage. Donc la célébration va essentiellement se tabler sur ces 2 grands piliers. Ok. Et monsieur Traoré a parlé aussi de célébration déconcentrée au niveau des régions. Comment ça va se passer aussi? Alors, il faut dire, la Copagène est née à Abidjan. Donc, les 20 ans ajoutés à un an va être grandiosement célébré à Abidjan. Mais chaque pays va célébrer cette commémoration-là à travers des activités qui nous seront propres en fonction des réalités des pays. Parce qu'aujourd'hui, la Copagène se trouve partout dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, chaque pays va faire un bilan rétrospectif de toutes les activités qu'on a menées et nous allons dégager des perspectives. Et en fait, c'est ce bilan-là et les perspectives qui va être fait au niveau de chaque pays qui va tout simplement être condensé à Abidjan pour voir comment on continue de redynamiser cette coalition. Est-ce qu'il y a une date ou des dates prévues pour les activités de célébration? Nous avons prévu fin février. Fin février. Fin février. Ok. Fin février pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, ou bien fin février pour les activités au Burkina? Fin février, ça va être pour la Côte d'Ivoire. Okay. Ce qui veut dire qu'à partir de la 2e semaine de février, vous allez voir que les différentes coalitions nationales dans chaque pays, chacun va commencer à faire son bilan et ses perspectives. Merci beaucoup. Alors, nous avons épuisé notre temps pour ce qui concerne l'entretien d'aujourd'hui. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et puis, je ne sais pas, un dernier mot quand même, un mot de fin, je vais dire. Donc, on commence par M. Traoré. Merci bien. Alors, le dernier mot, c'est qu'on
doit travailler ensemble, les populations, les autorités et la Copagène en particulier, pour limiter l'utilisation des produits chimiques, pour limiter ou sinon empêcher l'introduction des OGM. M. Tapsoba a parlé du niébé BT, mais il y a le coton OGM. On a appris au début du dernier trimestre 2024 que le coton OGM allait être réintroduit encore au Burkina. Voilà, donc la lutte va reprendre. La lutte va reprendre. Merci. Merci bien, M. Tapsoba. Peut-être un dernier conseil. Alors, juste deux choses. La première des choses, c'est d'interpeller l'ensemble des consommateurs à être de plus en plus regardants dans ce que nous mangeons devant nous. À l'échelle individuelle déjà. À l'échelle individuelle. C'est de demander aux gens de plus en plus, quand ils sont dans les marchés, dans les yards, d'avoir la curiosité de savoir comment est produite la tomate, les choux. De rejeter les produits dont on a utilisé des pesticides pour produire. Parce que c'est pour leur santé, c'est pour leur économie. La deuxième chose, c'est interpeller les décideurs politiques. Les décideurs politiques, parce que l'atteinte de la souveraineté alimentaire passe dans la préservation de la biodiversité, dans l'utilisation des semences paysannes, dans l'utilisation des pratiques agroécologiques. Donc, tout décideur qui a la souveraineté alimentaire dans sa vision doit de plus en plus mettre dans les systèmes d'alimentation, mettre dans les systèmes agricoles la question de l'agroécologie. Parce que c'est à ce prix que chaque pays peut véritablement atteindre la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté sanitaire. Merci beaucoup, M. Tapsoba, et merci beaucoup à vous, M. Traoré. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui et bonne célébration du 21e anniversaire donc, de la Copagène. On va s'arrêter ici, c'est fini pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. On marque une petite pause et puis on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous recevons aujourd'hui des invités pour parler de spiritualité. Nous sommes avec Maître Mage Jean Kalou, venu de la Côte d'Ivoire, maître des sciences spirituelles, conférencier, formateur et alchimiste. Il a une conférence initiatique sur le thème de la spiritualité pratique. On va en parler aujourd'hui. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes avec une collègue, il s'agit de Bénédicte Sawadgo, donc journaliste, écrivaine, et qui anime une émission dans le sens de la spiritualité également. Absolument. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le nom de j'anime une émission sur la spiritualité à Radio Burkina qu'on appelle Au cœur des mystères révélés. Au cœur des mystères révélés. Et c'est à partir de cette émission que vous faites la rencontre de Maître Kalou. Ah oui, je suis allée à Abidjan rencontrer des guides spirituels et je suis tombée sur lui, je l'ai rencontré par le canal de quelqu'un et j'ai enregistré le même jour 4 émissions. Ah oui. Ah oui, de très très belles émissions, des émissions de belle facture sur la spiritualité, sur l'angéologie, sur la sorcellerie, sur le vaudou. Waouh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris, ça a brisé un peu les mythes que j'avais par rapport à certains sujets. Et quand je suis venue, j'ai diffusé, les gens aussi ont beaucoup apprécié. Et donc on est resté en contact. Là, il est passé samedi dernier à mon antenne. On a encore parlé de spiritualité. Et toutes les fois que je découvre Mage Kalou, j'apprends quelque chose de nouveau. Je renais à nouveau, comme on dit. Super. Donc c'est pour ça qu'on est là. On va pour parler faire profiter aussi aux autres à travers cette conférence initiatique. C'est ça. Donc, maître, c'est quoi la spiritualité? C'est bien de redéfinir ce que c'est. Merci bien pour cette question. En effet, beaucoup confondent la spiritualité et la religion. Parfois même, ils appellent le religieux le spiritualiste et vice-versa. En fait, la spiritualité est très simple et directe. La spiritualité, c'est prendre conscience, c'est retrouver la divinité universelle en soi-même. Voilà. Ce qui est fondamental dans la spiritualité, c'est l'homme. Si le divin, si Dieu donc, est partout à la fois en même temps, le spiritualisme ou les anciens nous ont enseigné qu'il réside donc aussi dans l'être humain. Donc trouver Dieu en soi, c'est ça la spiritualité. La spiritualité. C'est quoi l'importance en fait de la spiritualité pour l'être humain? Tout à fait. Voyez-vous, nous estimons que l'être humain n'est pas seulement que chair, n'est pas que seulement, comme je le dis, viande, n'est-ce pas? Pour preuve, lorsqu'il dort, cette carapace-là est couchée, alors qu'un autre lui-même se détache de lui et il appelle ça rêve.
Et pendant qu'il est en rêve, s'il voit un chien par exemple, il sait que c'est un chien. Ça veut dire qu'il pense toujours. Donc, ce corps qui est détaché, qu'il appelle généralement l'âme, possède encore les capacités mentales, les capacités de penser, d'accepter ou de refuser. Cette carapace, cette dimension de la pensée et de ce qui est en rêve, forme sa nature spirituelle, son corps spirituel. Mais à l'intérieur, pour ne pas dire au-delà, à l'intérieur de cette dimension mentale qu'il appelle l'esprit, il y a le divin. Cette divine conscience qui n'est pas de la matière. Si ce n'est pas de la matière, c'est que c'est incréé. Donc, c'est l'essence fondamentale même de l'univers qui réside en l'être humain. Donc, trouver cette essence, baigner son esprit et son âme dans cette essence, c'est ça la pratique spirituelle. Si on demandait à quiconque comment il définirait Dieu, il vous dirait Dieu est amour, Dieu est sagesse, Dieu est lumière, Dieu est bonheur, Dieu est bénédiction. En effet, l'ignorance, c'est-à-dire ne pas savoir que le divin réside en l'être humain, a détourné l'esprit humain, donc la pensée, et a extérioriser la pensée. De telle sorte que nous cherchons le divin, nous cherchons donc Dieu, ou à l'extérieur de nous. Donc nous nous forgeons un Dieu dans un espace imaginaire, et nous disons, Seigneur tu es amour, Seigneur tu es bonheur, etc. Or il est à l'intérieur de toi ici. Donc tu dois d'abord comprendre et accepter que tu es le porteur naturel de la divinité. Donc tu dois d'abord adorer ce Dieu-là à l'intérieur de toi. Le cœur de l'être humain est le sanctuaire même de Dieu. Chaque matin quand vous vous réveillez et que vous dites, oh grand Dieu, toi qui as bâti toutes choses, toi qui crées toutes choses, toi qui résides en moi. Tu es amour, tu es bonheur, tu es sagesse, tu es tranquillité, tu es paix. Ô Seigneur qui est en moi, rayonne, 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 rayonne. Votre aura, il aura une transformation dans votre esprit et dans votre être psychique. Okay. Voyez-vous, ça veut dire que la spiritualité est une parapsychologie en même temps, ou une métapsychologie. C'est-à-dire on va au-delà de la psychologie. La psychologie nous a enseigné que nous devons faire des autosuggestions positives pour pouvoir transformer notre vie. Mais la spiritualité va plus loin en disant Dieu est ton essence naturelle, que tu l'appelles Père, que tu l'appelles Mère, quel que soit le nom que tu lui donnes, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles, quel que soit le nom que tu lui donnes, il réside à l'intérieur de toi. Ne le cherche pas à l'extérieur, adore-le dans ton cœur. En l'adorant dans ton cœur, il aura une alchimie, une transformation qui va s'opérer dans ton esprit et dans ton âme. Est-ce que le spiritualiste, je ne vais pas dire adore une religion, fait partie d'une religion? Pas forcément. Parce que la spiritualité est, si vous voulez, le dénominateur commun ou commune à toutes les religions. Okay. Parce que je le répète encore, la spiritualité, c'est adorer Dieu à l'intérieur de soi-même. Voyez-vous? Or, la religion, c'est adorer Dieu à l'extérieur de soi. Donc, le spiritualiste n'adhère pas à la théorie religieuse que Dieu est quelque part. Mais il adhère à la théorie que ce merveilleux Dieu, ce grand Dieu-là, réside à l'intérieur de lui. Il n'y a pas querelle entre les spiritualistes et les religieux? D'une certaine manière, il y a une légère différence. Okay. Voyez-vous? Parce que nous adorons Dieu à l'intérieur de nous. Parce que nous considérons que Dieu, le divin, est notre essence fondamentale et l'essence fondamentale de l'univers. Donc, pour se relier à l'univers, il faut retrouver le divin intérieur. D'accord. Voilà. Alors, certainement, on verra la possibilité de développer d'autres thèmes après, mais c'est bien qu'on parle de la conférence, de l'activité. Alors, c'est vous qui accueillez Maître Kalou, donc au Burkina Faso. La conférence, concrètement, va se passer comment? Concrètement, il y aura une conférence matière à partir de 9h, c'est à la Maison des Jeunes. Et 2 heures après... Maison des Jeunes à Ouagadougou, à côté de la mairie. Voilà. La Maison des Jeunes à côté de la mairie centrale. C'est ça. Okay. Et après, il y aura une autre... C'est Jean-Pierre Guingamé, pardon. Ah, c'est à Jean-Pierre Guingamé, donc palais de la culture. Voilà. Jean-Pierre Guingamé. Et donc, juste après ça, l'après-midi, il y aura une formation théorique, pratique. C'est-à-dire que oui, pour ceux qui sont véritablement intéressés par certains rituels, on le fera l'après-midi.
Mais c'est véritablement, pour moi, c'est véritablement découvrir une autre façon de se connaître. Parce que l'important, c'est se connaître soi-même. Quand il dit, par exemple, que Dieu est à l'intérieur de nous, si je fais par transitivité, moi qui ai fait un peu de mathématiques à l'école, si j'estime que Dieu est à l'intérieur de moi, et le même Dieu qui est à l'intérieur de moi est à l'intérieur de toi, et le même Dieu qui est à l'intérieur de toi est à l'intérieur de l'autre, ça veut dire que si je fais du mal à mon prochain, c'est à moi que j'ai fait du mal. Pourquoi je ferais du mal à mon prochain? Donc, il faut venir découvrir ça. Une autre manière de voir la religion. Ou de exactement, de voir Dieu en soi. Et quand on a Dieu en soi, on ne peut pas... Parce que Dieu, il est amour, il est paix, il est harmonie, il est pardon. On ne peut pas faire du mal à son prochain. On ne peut pas ne pas aimer son prochain. Maître Kalou, si je ne suis pas dans la bonne voie, vous me dites. Oui, voilà. Donc, en réalité, pour moi... On vit aujourd'hui dans un contexte d'insécurité, de terrorisme, c'est parce que les gens ne se connaissent pas. Si on se connaissait, ce qu'on vit, on n'allait pas le vivre. Parce que faire du mal à ton prochain, c'est à toi-même que tu fais. Et nous, les mots aussi, on le dit bien. Donc, en réalité, tu fais du tort à ton prochain, c'est à toi que tu le fais et ça revient toujours. Maître Kalou a dit tout à l'heure, le thème, c'est spiritualité pratique. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez apprendre aux participants? Je vais faire partager mes expériences de plus de 30 ans avec mes frères et sœurs qui seront là. C'est-à-dire la connaissance de soi. Nous allons faire même des schémas pour qu'ils comprennent comme si c'était à l'école primaire. Voilà. Et puis, je vais leur apprendre, je vais leur transmettre d'abord des forces, ma force, pour faciliter leur développement. Parce que tout peut se transmettre, tout est contagieux dans la nature. Voilà, donc je leur contaminerai, n'est-ce pas, de ma propre force spirituelle pour faciliter le travail, afin qu'ils parviennent à la méditation. Quand c'est la méditation, c'est rentrer à l'intérieur de soi-même et vivre des champs d'expérience extraordinaires. C'est ça la méditation. Et cela provoque une alchimie, c'est-à-dire une transformation de l'être mental et de l'être sensible ou sensitif. Vous voyez? Donc, je vais leur apprendre cela. Nous allons apprendre beaucoup de techniques telles que les mantras. C'est quoi? Les mantras, c'est des formules traditionnelles qui permettent de capter de l'énergie. Parce qu'en réalité, toute énergie dans l'univers. Et l'homme, le divin qui est en nous, s'exprime par l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas le divin. Le divin, nous l'appelons aussi conscience, n'est-ce pas? Et une conscience produit énergie, énergie produit la matière. Voyez-vous? Donc, tout ce que nous voulons dans la vie de tous les jours, c'est de l'énergie que nous devrons manipuler. Voyez-vous? Par exemple, je prends un exemple qui intéresse presque tout le monde. L'argent, par exemple, est une énergie. Pour nous, les spiritualistes, l'argent est une énergie. En réalité, c'est une énergie qui part de la sphère du soleil. Le soleil que nous voyons physiquement là est une masse d'énergie et donc une masse de conscience. Cette énergie transite par la sphère de Vénus, Vénus qui est une autre planète qui n'est pas loin du soleil, et atteint la Lune et ensuite la Terre. Lorsque cela atteint notre champ, notre humanité terrestre, alors l'intellect, les capacités du matin transforment cela en matière. Voyez-vous, dans l'ancien temps, en Afrique ici, il n'y avait pas d'argent, les billets de banque que nous connaissons, il y avait le kouri. C'est le kouri qui représentait de l'argent. Et le kouri vient d'où? Le kouri vient de l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. L'eau est la source de la vie. Donc, le kouri qui va devenir de l'argent, l'argent va devenir source de vie. Alors, notre temps est terminé. On va rappeler le programme pour cette conférence. C'est le samedi 1er à la Maison des Jeunes. Et ensuite, je crois qu'il y a un prix d'entrée qui est fixé à 5 000 francs quand même. Oui, parce que ça... Il y aura beaucoup de distributions, de choses importantes. J'ai pas tout de kouri. Je vais révéler le mystère, l'énergie qui est connue dans ce sens-là. Et ça sera disponible gratuitement à tous les membres. Je leur montrerai comment ils peuvent accroître leur aura à partir de cela. D'accord, donc 5 000 francs frais de participation. Le rendez-vous, c'est le 1er février. Vous avez dit, à partir de 9h, à la Maison des Jeunes, donc au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Tout à fait. De Ouagadougou, c'est pas loin des Savanes Médias. C'est bien ça? C'est pas loin. Merci bien. Donc, votre appel peut-être à la En tout cas, j'invite tous ceux qui ont envie de grandir en spiritualité, tous ceux qui ont envie de se connaître à eux-mêmes et tous ceux qui ont envie de rentrer dans une nouvelle dimension de leur vie, de venir découvrir. C'est pas mauvais. On découvre tout. Il faut être curieux en spiritualité. Un contact peut-être Oui, Maître Kalou, donnez votre contact. Je vais donner le WhatsApp. Là, c'est plus facile. Le 00225, c'est le code. Et 01 42 14 59 13. Oui. Et puis aussi, pour participer à la conférence, il y a un autre contact, le 04 77
51 30. C'est bien ça? Oui. 04 77 51 30. Merci Vous nous beaucoup. appelez. Merci à tous les deux d'être passés sur ce Merci. plateau. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit que